Comment ça va? Donc, comme promis, un petit live sur le harcèlement. Je vous laisse arriver, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, Daddy Atlo va arriver un tout petit peu plus tard. Il est coincé dans les bouchons, il est en région parisienne. Donc, on a quelques minutes. Si vous voulez, avant qu'il arrive, je peux répondre à certaines de vos questions, faire 2-3 réglages, etc. Je suis en train de voir que vous voyez les photos de mes enfants derrière, mais bon. Donc voilà, déjà, est-ce que le son, ça fonctionne? Normalement, j'ai demandé à mes enfants de ne pas trop utiliser le Wi-Fi pour que je puisse du coup bien utiliser la bande passante pour moi toute seule. Nickel. Eh ben déjà, il y a le son et tout. Donc on excuse ma vieille tête fatiguée. Nickel. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions qui ont du coup rien à voir avec le harcèlement au travail qui du coup quand même est le thème de ce soir, mais je voudrais pas trop le commencer s'il est pas toujours là. Il a un petit peu de retard, mais c'est pas non plus très grave. Quand il sera là, il me fait coucou et du coup, je pourrais du coup l'inviter sur le live. Là, c'est le résumé en fait de toutes les questions récurrentes que j'ai vraiment de manière tout le temps sur les commentaires, sur les lives, sur les dernières vidéos. Donc voilà, donc déjà ça laisse quand même pas mal d'explications qu'il va pouvoir vous donner. Et Zoé qui me dit bon bah c'est toi ta gueule, tu peux. Écoute, moi je te remercie parce que tu vois, du coup tu me fais des personnes en plus. Donc à la rigueur partage mon live si ça te plaît pas et puis tu t'en vas. Prévisite médicale pour une reprise à mi-temps thérapeutique. Ah bah c'est bien ça. Ça vous permet. Ton employeur refuse. Ouais, l'employeur peut refuser. Et ben voilà, je vais l'inviter. Alors, il m'avait dit qu'il serait en retard, Daddy Atlo, mais en fait, il est en retard de 2 minutes, donc c'est pas du retard. Hop là, donc je l'invite. Et il y a Yves. Et du coup, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Donc j'attends qu'il arrive, qu'on puisse voir sa petite tête. Hello Emma, est-ce que tu as reçu ton cadeau? Je l'ai envoyé en même temps que les autres filles, elles l'ont reçu. Moi, j'entends pas Daddy Atlo, en tout cas. Vous l'entendez? Ah, je le vois. Hello. Salut. Attends, je vais brancher mon micro. Ouais. Désolé, je Vas-y, sors installe. juste dedans. Ouais, mon pauvre, ça te fait courir, mais t'as eu du temps. J'étais en train de leur dire qu'elle arrivait un petit peu en retard et que c'est pas grave et C'est qu'on bon. allait parler d'autre chose en t'attendant. Je branche mes Prends petits. ton temps. J'arrive une seconde. Non, mais il n'y a pas d'urgence. Tac. C'est bon. Le pauvre, il Est-ce que court. tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends. D'accord. Ah bah, du coup, il s'est mis en pause. Ah non, c'est bon, J'ai te voilà. j'ai éteint mon iPhone. Ouais, bah, moi c'est pareil. Ah bah, je peux. Alors, je vais pas brancher le micro parce que je t'entends plus. Ah, C'est mieux comme ça. c'est pareil, moi quand je branche le micro, il y a toujours un couac. Donc, du coup, sur les lives, je le fais pas trop, quoi. Ouais. Bon, et ben écoute, je suis bien Bah, contente que tu sois là. Tu moi vas aussi. avoir, à mon avis, des questions. J'ai fait un petit recueil des questions qui me reviennent très très souvent, mais auxquelles je peux pas répondre parce que ça fait pas partie du tout de mes compétences. Donc moi, Ok. pour ceux qui me connaissent pas, je suis infirmière en santé au travail, donc infirmière classique. Et après, j'ai travaillé à l'hôpital et j'ai fait une autre formation d'1 an et maintenant du coup, je travaille dans des services de santé au travail. Et donc du coup, j'ai ouvert cette petite chaîne TikTok juste pour pouvoir un petit peu expliquer pourquoi vous venez au rendez-vous, qu'est-ce qu'on va vous demander, en fait, en gros, à quoi ça sert, comment on peut vous aider. Et là, j'ai de plus en plus régulièrement des questions sur tout ce qui est harcèlement au travail. Donc, il y a des choses auxquelles je peux répondre, mais finalement, dans les services interentreprises, en tout cas, on nous a pas beaucoup donné de moyens. Et les questions qu'on me pose, c'est beaucoup des questions un petit peu droit, etc. Et clairement, c'est pas du tout mon domaine. Donc du Ouais. coup, c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais essayer de trouver quelqu'un et je t'ai trouvé, t'as accepté. Et bah du coup, je te laisse peut-être te présenter. Oui. Bah déjà, merci beaucoup. En fait, c'est très cool. Alors, c'est le premier live de toute ma vie. Et Tu verras, c'est sympa. ça fait moins d'un mois que je suis sur TikTok, donc un peu plus d'un Ouais. mois maintenant. Et du coup, c'est sympa. Merci hein, en tout cas. Moi, je suis avocat depuis 10 ans maintenant.
Je fais la défense des salariés et des syndicats. Là, je sors d'une audience au Conseil des prud'hommes de Versailles, où j'ai plaidé un dossier. C'était de la discrimination syndicale, donc ça rejoint un peu le harcèlement moral. Donc on est 15 dans le cabinet en tout, on est 5 associés. J'ai 2 collaboratrices et voilà, il y a des secrétaires, d'autres collaboratrices. Et on fait essentiellement du droit du travail, donc une associée qui fait du droit du travail et d'autres associés qui font du droit des étrangers. Ok. Et alors les questions de harcèlement moral, ça revient assez souvent dans les dossiers, donc écoutez, voilà, je suis à disposition pour répondre à vos questions. Donc la première question que j'ai souvent, c'est en fait à partir de quand un salarié peut dire c'est du harcèlement moral, ce que j'ai vécu à cause de mes collègues, mon manager ou des fois même le patron. À quel moment est-ce qu'ils peuvent se dire bah là en fait c'est vraiment une situation de harcèlement? À quel moment voilà on peut avoir ce déclic là? Je pense qu'on le ressent. C'est quand on ressent la relation un peu pathologique ou toxique. Donc dès lors qu'on commence à sentir que ça va pas, ou c'est bizarre, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'il y a quand même des éléments qui laissent penser que la relation de travail peut se dégrader en un harcèlement moral. Il faut des éléments de harcèlement moral pour caractériser le harcèlement. Donc si on sent que ça devient toxique, effectivement, ça risque de pas s'arranger. Du coup, bah, je rebondis sur la question de Lily Petitpied. Bah, du coup, comment est-ce que tu peux prouver, vu que c'est un ressenti en fait, tu ressens quelque chose, mais par définition, c'est pas forcément quelque chose qu'on va prouver comme un échange de mails, tu vois, quand t'as ton patron qui est toujours derrière ton dos, c'est quand même, comment est-ce qu'il faut pouvoir un petit peu agir là-dessus? C'est un peu toute la difficulté du harcèlement moral, c'est que c'est très subjectif. Ouais. Et donc, il faut objectiviser tout ça pour le faire reconnaître en justice. Donc, si vous sentez subjectivement un ressenti d'une relation pathologique avec votre employeur, c'est que vous avez un début de harcèlement. Après, une fois que vous avez ce ressenti et qu'il s'empire, c'est là où c'est pas mal d'avoir un conseil pour essayer de commencer à finalement soit réunir des preuves, soit commencer à monter un dossier pour aller au prud'homme. Mais là, on est déjà à l'étape supérieure. Mais c'est la difficulté, effectivement, c'est subjectif le harcèlement moral et ce que vous ressentez, c'est pas forcément ce que les autres ressentent. Donc c'est pour ça qu'il y a des alertes à faire. Si ces éléments subjectifs se répètent, si vous sentez que la relation est toxique au jour le jour et que vous avez une pression de votre chef. Bon, de toute façon, il y a des éléments qui sont assez simples. Hein. Votre chef ne peut pas vous hurler dessus. Votre chef ne peut pas vous déranger à toute heure du jour et de la nuit. Votre employeur ne peut pas... qu'est-ce qu'on pourrait avoir il y a toutes sortes charger la mule en termes de charge de travail, c'est des choses qu'on voit des fois en consultation, quoi. Ça, c'est quelque chose, on me dit, bah voilà, on m'a donné du travail pour 3 personnes et on me dit, faut que ce soit fait pour la veille, quoi. Oui, alors j'ai l'impression que c'est assez tendance, s'il y a des tendances. Ouais, non, mais si, moi aussi, j'ai un peu... Il y a eu un moment où il était tendance de mettre la pression sur les salariés en leur parlant très mal ou en les poussant finalement à la démission. Ça, c'est fini. Et là, en ce moment, la tendance que j'observe, c'est effectivement, il y a un licenciement, il y a votre collègue qui part, et puis vous récupérez tout son portefeuille. Voilà. Et du coup, vous êtes surchargé de travail, vous pouvez plus, vous faites des horaires de travail de folie, et puis vous craquez. On est plus là, pour le coup, dans le burn-out, mais ça peut être une forme de harcèlement de toute façon. Hein. Ouais. Ça a été validé par la jurisprudence. Ouais, nous, en consultation, quand je reçois des salariés, j'ai 2 types de discours avec mon chef, par exemple, on a après moi, il me donne des ordres, des contre-ordres, ça change tout le temps, faut toujours que je sois au top, alors qu'en fait, on me laisse même pas le temps de rebondir. Et effectivement, mon collègue est parti, il est pas remplacé, on nous dit qu'on cherche quelqu'un, mais on le trouve pas. Et moi, je me retrouve à devoir faire sa charge de travail en plus du mien, et on me demande pas, et on voit les salariés des fois qui arrivent jusqu'à pleurer dans notre bureau. Et nous, on est quand même assez vite démunis parce que du coup, on ne peut pas aller...
enfin, on va aller discuter avec les employeurs, ça on peut le faire. Mais la difficulté que certaines personnes nous font remonter, c'est à partir du moment où la médecine du travail est intervenue, certains vont le prendre pas très bien parce qu'ils vont dire ouais, je voulais confier dans une relation médicale avec donc tout ce qui entoure le secret professionnel et du coup vous êtes allé rompre ce secret pour aller à mon patron et maintenant ça a empiré le truc quoi. Ouais. Alors que nous, on peut pas non plus rien faire. Si on a quelqu'un qui est en souffrance au travail, c'est quand même la responsabilité de l'employeur que cette situation n'arrive pas. Donc, c'est son taf, en fait. Et nous, on essaye d'aller lui faire comprendre de manière assez diplomate, mais de leur dire, voilà, tu vois, tel manager dans tel service, c'est un petit peu compliqué. Là, il y a quelque chose à faire, en fait. Nous, des fois, on arrive à ce qu'on nous reproche ça. Et donc, du coup, la question aussi, c'est, qu'est-ce qui serait du coup dans l'idéal faisable par nous pour qu'on puisse aider ces salariés-là qui sont dans des difficultés du coup difficiles, c'est difficile à prouver. Des fois ils nous demandent de pas le noter sur le dossier médical, ils nous disent non mais le dites pas, j'ai peur que ça. C'est une erreur je pense. Effectivement il faut le noter parce que moi systématiquement dans mes dossiers de salariés qui se plaignent de harcèlement, une des premières choses que je leur demande de faire, c'est vous allez à la médecine du travail et vous demandez une copie de votre dossier médical pour voir si vous en avez parlé et s'il y a eu une intervention du médecin ou alors si au moins il y a une trace écrite. Ça peut être un élément. En fait, bon, les gens sont un peu aussi démunis, c'est-à-dire qu'ils vont s'ouvrir à la première personne qui pourrait agir. La médecine du travail, vous les voyez tous les ans ou tous les 2 ans en théorie. Donc, c'est vrai que vous êtes confronté en première ligne. La deuxième réaction, c'est d'aller voir l'inspection du travail. Et puis, dans l'idéal, alors moi, ce que je conseillerais aux salariés, c'est déjà, si vous êtes dans une grande entreprise, vous ouvrir au CSE, le comité d'entreprise finalement. Avant, il y avait un CHSCT qui était en charge de la santé et la sécurité des salariés. Ça a été supprimé par Macron. Maintenant, c'est le CSE. Les délégués du personnel, effectivement, peuvent intervenir. Il y a différents délégués, mais il y en a qui interviennent vraiment. Mais il faut en parler, ou au moins leur écrire un mail en leur expliquant votre souffrance au travail. Ça peut être aussi un moyen d'objectiver le ressenti subjectif que vous avez eu. Vous avez un ressenti subjectif, comme je disais tout à l'heure, déjà vous parlez avec votre collègue, je voyais des questions dans les commentaires. Mon chef ne dit plus bonjour. Ça peut être un début d'une situation qui va empirer et puis qui va se terminer très mal. Voilà. Oui, d'autant plus quand tes collègues de travail vont, même moi, pour l'avoir vécu, quelqu'un qui va dire bonjour à tout le monde sauf à toi, ou qui va même se mettre physiquement pendant que tu es en train de discuter. Imagine, on discute tous les deux et cette personne venait physiquement dans la salle se mettre entre toi et moi en me montrant bien son dos pour te parler à toi et tu vas couper ça. Donc ça, c'est des situations qui, du coup, peuvent quand même, en tout cas moi, je l'ai vécu comme une situation où j'étais harcelée moralement par des collègues de travail, où effectivement, c'est du ressenti. C'est compliqué d'aller dire le gars dès qu'il arrive il dit bonjour à tout le monde sauf à moi. Quand il rentre dans la salle de pause, il me tourne le dos, il se débrouille pour que je sois coupé un peu du monde, pour que ça c'est difficile. Donc effectivement moi aussi j'en ai parlé avec mon médecin du travail, mais finalement moi aussi j'ai été confrontée avec mon médecin du travail, il a pas finalement fait grand-chose. Ouais. Je vois, en fonction des entreprises, une question de Sociology. Oui. Il nous dit en fonction des entreprises, le CSE ne sert à rien. Ça peut arriver que vous ayez des élus effectivement qui fassent pas leur travail. Dans ce cas-là, il faut écrire à l'employeur. Écrivez quand même au CSE, mais écrivez à l'employeur. Sur le harcèlement moral, c'est plus. Alors, ce qui est plus facile, le harcèlement horizontal d'autres collègues de travail existe. Oui. Il faut en parler aux chefs d'entreprise. Le harcèlement vertical de votre chef vers vous est plus courant parce que du coup, souvent, le harcèlement que vous ressentez de votre supérieur hiérarchique, c'est pour vous mettre au placard, comme quelqu'un disait là à l'instant, soit pour vous faire démissionner parce que c'est le moins cher pour l'entreprise. Donc, on vous met la pression, on vous harcèle et puis ça permet d'économiser une indemnité de licenciement ou un préavis. Voilà. Oui, c'est très vicieux de pousser les gens ou de, par exemple, ça peut être aussi, par exemple, des personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. Donc le patron est assez content parce que du coup il a moins de charges patronales de ce côté-là.
mais quand il y a les aménagements qui sont à faire, ils vont pas être mis en place. Est-ce que ça, par exemple, ça peut être considéré comme une forme de harcèlement contre le salarié, c'est-à-dire qu'on va tirer des bénéfices de sa situation de handicap, mais sans rien faire derrière. Le but, c'est qu'il parte, en fait. Ouais, absolument, ouais, absolument, absolument. Pour les travailleurs handicapés, de toute façon, tout ce que dit le médecin du travail, tout ce que dit la médecine du travail et qui est finalement imposé à l'employeur sur l'aménagement d'un poste de travail, si c'est pas respecté, pour moi, c'est des pistes évidentes d'une situation pathologique qui pourrait être qualifiée de harcèlement moral. Il faut des agissements répétés, mais si déjà l'employeur ne respecte pas les préconisations de la médecine du travail, on peut imaginer que ça sent pas très très bon, parce que la plupart des employeurs quand même se conforment parce qu'ils connaissent le risque. Le risque, vous savez, c'est si je respecte pas les préconisations du médecin du travail, si mon salarié demain a un accident du travail, il peut engager ma responsabilité pour faute inexcusable de l'employeur. Et du coup, ça peut coûter beaucoup d'argent parce que il y a une expertise médicale avec un médecin expert qui vous expertise, qui expertise les dégâts sur votre santé de cette situation. Ça peut être, moi j'ai défendu une salariée qui s'est cassé le dos comme ça. Ça coûte cher un dos, hein. Donc ça coûte très très cher pour l'entreprise. Et pour le coup, c'est la Sécu qui commence à payer, puis après qui se retourne contre l'employeur. Donc vous êtes indemnisé en tant que salarié, mais après l'employeur, il paye très cher. Donc si vraiment on en est à pas respecter les préconisations du médecin du travail, là c'est que vraiment on n'est pas bien en relation de travail. Donc vraiment, quand vous arrivez et que vous avez des consultations avec votre médecin du travail, si vous avez des préconisations, gardez bien cette feuille, hein. La jetez pas s'il vous plaît. Et si vous, par exemple, vous avez eu des préconisations par le médecin du travail, mais que les fois d'après, vous voyez l'infirmier ou l'infirmière comme moi, nous, en fait, on n'a pas d'impact sur les préconisations. Donc, c'est pas parce qu'on les note pas qu'elles changent, en fait. On n'a pas le droit de les changer, ni de les enlever, ni d'en rajouter. Donc, même si vous nous voyez, nous, pour un rendez-vous cyclique, en fait, un rendez-vous périodique, sachez que la feuille, même si nous, on dit juste que, sur nos attestations, en fait, on dit juste que le salarié, il est bienvenu sur rendez-vous. On dit pas plus, en fait. Donc, ça veut pas dire qu'on change les préconisations. Des fois, certains employeurs en profitent. Il y a plus de préconisations. Non. Il y a que le médecin du travail qui peut les mettre et les enlever. C'est quelque chose de médical, hein. Les infirmiers, on n'est pas des médecins. Donc, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va juste dire, voilà, nous, le salarié, on l'a bien reçu en rendez-vous, il est bienvenu, il est bien reparti au travail, et c'est tout. Et ça ne change pas les préconisations. Donc, même si vous avez vu un infirmier après les préconisations données par le médecin, elles sont toujours en cours. Et ça, faut vraiment garder vos feuilles, vos attestations. Je sais que ça fait toujours de la paperasse à garder, hein. Je suis la première, quand il n'y a pas marqué grand-chose, je prends, je balance, hein. Je suis la première. Donc, je jette pas la pierre. Mais moi, c'est bien mon style, hein. Je prends, je jette. Hein. Alors, j'ai terminé. Mais on garde quoi. Nous, les avocats, on veut des papiers. Voilà. Gardez les papiers pour les avocats. Si vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas d'histoire. Vous pouvez nous raconter ce que vous voulez. Parce que nous, on doit convaincre un juge derrière. Donc, si on lui raconte une belle histoire et il n'y a aucune preuve, on va dans le mur. Donc, effectivement, gardez tous les papiers de la médecine du travail, gardez tous les papiers en général, scannez-les. Hein. Maintenant, il y a des très beaux logiciels de cloud ou de sauvegarde en ligne. Scannez et sauvegardez tous vos papiers, effectivement. Nous, en tout cas, je sais que dans le service dans lequel je travaille, on est passé vraiment, en tout cas moi avec ma collègue secrétaire, vraiment sur du dématérialisé. Donc on scanne tout. Et du coup, ça permet de ressortir facilement si jamais. Mais en tout cas, ayez le réflexe de garder ou de nous recontacter pour redemander la feuille. On peut vous les réimprimer, hein, vous les renvoyer par mail si jamais vous n'avez pas d'imprimante à la maison. Faut pas hésiter de ce côté-là, parce que justement, il va falloir du coup prouver. Et c'est la difficulté du harcèlement, hein, c'est que c'est quand même vicieux par définition. On va pas venir vous faire un panneau. C'est pas comme un accident de travail où c'est quelque chose de soudain, on va se faire mal, quoi, par exemple, ou alors on va se faire agresser. Donc ça allait bien jusqu'au moment où on se fait agresser. Le harcèlement, c'est quelque chose de vicieux, ça se fait un petit peu, ça commence comme ça, puis c'est quelque chose d'assez répétitif. J'avais aussi pas mal de questions sur à partir de combien de temps on estime que c'est répétitif. Est-ce que il faut qu'on attende un mois? Est-ce que au bout d'une semaine où c'est tous les jours, ça commence déjà à se dégrader? À quel moment ça peut mettre une alerte un petit peu pour les salariés qui sont là? De toute façon, le harcèlement moral, il y a notamment donc les agissements répétés, mais il y a aussi après soit l'impact sur la santé ou l'incidence professionnelle. Donc pour caractériser un harcèlement, si vous avez 2 faits de harcèlement moral qui peut être il m'a pas dit bonjour 2 jours de suite, est-ce que ça va avoir un impact sur votre santé? Pas forcément.
Sur votre évolution professionnelle, pas forcément. Si vous voyez que ces agissements durent plusieurs jours, que vous êtes complètement mis au banc de la société et que personne vous parle, etc., et que vous commencez à déprimer, là, ça commence à être intéressant pour nous. Pas intéressant pour vous parce que vous avez déprimé, mais vous avez compris. Oui. Mais là, pour le coup, c'est très diffus le harcèlement moral. C'est difficile à quantifier et de dire il y a deux faits, c'est du harcèlement. Ça peut être deux faits, hein. Le harcèlement moral, c'est sa déclinaison, l'atteinte à la santé mentale finalement, à sa déclinaison en matière de harcèlement sexuel où c'est l'atteinte à la santé physique. Donc on vous pince les fesses 2 fois, bah là on a du harcèlement sexuel, vous voyez. Ouais. Et là c'est clair, c'est net, voilà. Le harcèlement moral c'est plus diffus et donc plus difficile à caractériser. Pour ça il faut garder, alors la charge de la preuve, on va peut-être en parler ou tu as peut-être prévu de faire un petit sujet dessus, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Votre histoire, elle doit être étayée par des pièces. C'est-à-dire qu'on doit raconter votre histoire au juge. Il faut avoir des pièces, ça peut être des mails. Alors les mails, quand on les lit comme ça, parfois j'ai des salariés qui me disent mais regardez là il m'a écrit de manière hyper virulente. Comme c'est très subjectif le harcèlement moral, je la vois pas la virulence sur le mail. Mais petit à petit, si j'arrive à voir et à comparer d'autres mails ou alors d'autres éléments, par exemple je sais pas, vous êtes la seule à commencer très tôt ou le seul à commencer très tôt le matin, on vous donne des horaires les plus pourris, ou alors on vous met des sanctions totalement injustifiées, un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements, juste pour vous mettre la pression. Tout ça, ça fait un tout qui, moi, me permet d'aller en justice et de dire, voilà, on a quand même une situation pathologique, de démontrer ces éléments qui atteignent votre santé. Ça, c'est le deuxième temps. Il faudra soit un arrêt maladie. Alors, il y a plusieurs arrêts maladie. Vous avez l'arrêt maladie simple. Vous n'allez pas bien, vous allez voir votre médecin, trouble anxio-dépressif. Vous avez l'accident, on vous met tellement la pression que vous vous évanouissez au boulot. Ça arrive. Dans ce cas-là, il faut pas prendre sa voiture, attendre que ça aille mieux et repartir chez soi. Vous appelez les pompiers. Si ça va pas bien au travail, il faut appeler les pompiers, vous repartez au travail. Parce que après, si vous voulez faire reconnaître un accident du travail, parce que l'accident du travail c'est au travail, si vous voulez faire reconnaître un accident du travail, si vous êtes parti toute seule à l'hôpital avec votre voiture après que ça allait mieux ou tout seul, bah la sécurité sociale va vous embêter. Ouais. Donc voilà. La problématique aussi dans les problématiques de morale, en fait, quand on n'a pas le moral, c'est que c'est souvent multifactoriel. Donc il peut y avoir la maison, il peut y avoir le travail, il peut y avoir la vie personnelle, privée, intime, et tout ça, ça fait une sorte de gros mélange, quoi. Et donc c'est vrai que si vous êtes au travail et que là, en fait, le gars ou enfin votre manager, votre responsable ou même des fois le patron va vraiment trop loin et que vous décidez de rentrer et de dire bah c'est pas grave, je serre les dents, je tiens bon, et que vous finalement vous craquez le matin, vous arrivez pas à vous lever. Si l'événement en fait il est fait de la veille, vous pouvez quand même le faire passer en action de travail. Vous êtes toujours dans les délais de 48 heures sur là c'était mon patron qui m'a gueulé dessus comme pas possible. Il s'est lâché vraiment sur moi hier. J'ai serré les dents et en fait bah ce matin, c'est pas possible. Je suis vraiment au fond et j'arrive pas à aller travailler. Donc ça aussi, voilà, vous avez un petit délai. C'est sûr que, comme dit Dadi, si vous rentrez chez vous et que vous attendez, vous attendez. On essaye toujours, par définition, je pense que c'est l'être humain qui fonctionne un peu comme ça. C'est j'essaye, je serre les dents et je me fais un petit objectif. Genre, allez, tiens bon, dans 3 semaines, t'es en vacances. Dans combien de jours, dans X jours, il y a Noël. Dans X jours, c'est mon anniversaire. Ou alors voilà, on se fait des petits trucs comme ça qui nous aident à tenir. Et le problème, quand on essaye et qu'on est sur ce mode de fonctionnement-là, et moi je l'ai vu aussi bien à l'hôpital public où je travaillais, que là, dans les services de médecine de travail, c'est que si on fonctionne comme ça, à un moment, quand la machine, elle se casse, c'est qu'on est déjà allé très très loin et beaucoup plus loin en fait, et que ces petites choses là c'était des petits objectifs qui sont censés en fait t'aider à progresser, mais eux ils vont t'enfoncer tout doucement jusqu'au jour où tu pourras plus du tout. Et là on va se retrouver dans des vraies pathologies. Donc le burn-out, hein, c'est pas
c'est quelque chose de très grave. C'est pas quelque chose où on va s'en remettre très facilement en une semaine, emballer, Ouais. c'est peser, un petit anxiolytique quand ça va pas. Et c'est quelque chose de très compliqué. Donc il faut arriver à prendre du recul pour pouvoir justement, quitte à noter sur un papier, quoi. Essayer d'être factuel et prendre ce recul-là sur la charge de Oui. travail, sur les événements, en parler avec son conjoint, des amis, des choses comme ça, qui vous dit, mais attends, mais là, il fait n'importe quoi, ton patron, il fait n'importe quoi. Enfin, bref. Et donc ça vous permet de prendre du recul et d'arrêter de vous mettre toujours des petits objectifs qui vont vous permettre d'aller toujours plus loin. Mais du coup, la personne qui vous harcèle, elle va vous abîmer votre santé toujours plus loin aussi. Et votre santé, du coup, plus elle va être abîmée, plus ça va être difficile de s'en remettre. Il y Et a, il vaut mieux partir en arrêt maladie tôt que tard dans ce type de pathologie, quoi. Si vous il y a quelque faites une chose. entorse, vous vous arrêtez tout de suite, quoi. Vous vous posez pas la question. Oui, absolument. Il y a quelque chose que tu as dit qui est très intéressant. Effectivement, je l'ai pas encore expliqué. J'avais demandé à une de mes salariées qui vivait une situation de harcèlement moral de noter tous les jours ce que lui faisait faire l'employeur. En fait, ce que lui faisait subir l'employeur, plus précisément. Elle était serveuse dans un café-bar restaurant, et puis un jour, elle s'est pris la tête avec son chef, qui a décidé de faire n'importe quoi avec elle. Il lui criait dessus, il lui supprimait ses pourboires, ou alors il la mettait à des tables où volontairement elle avait plus de pourboires. Enfin bon, tous les jours à noter. Ouais. Et à la fin, alors bon, du coup je l'ai suivi, donc je la pilotais, mais ça vous pouvez le faire vous-même, c'est assez simple. Et ça c'est une preuve qui est intéressante parce que ça a été admis, hein. Le juge m'a dit il n'y a aucun problème, vous avez établi des faits. Après, il y avait des patrons, des consommateurs de ce bar qui étaient tellement outrés du comportement de l'employeur qui avaient bien voulu témoigner. Donc ça avait totalement appuyé la version de la salariée qui avait raconté sa petite histoire pendant 1-2 mois où elle subissait l'enfer. Et ça nous a permis de faire reconnaître un harcèlement moral. Donc c'est très important. N'hésitez pas à noter tous les jours s'il y a une situation pathologique qui se présente. Surtout Ça, pour ça. ça aide, même, je trouve, dans la vie de tous les jours, hein, quand on a l'impression d'être débordé, d'être noyé et tout. Bah, en fait, on pose, on fait un tableau, on fait les pour, les contre. Enfin, bref, vous faites un petit peu en fonction de qui vous êtes aussi, hein. On n'est pas obligé de faire exactement comme ça. Mais ça permet de se rendre compte, est-ce que, par exemple, j'ai la charge de travail de 2 personnes ou d'une seule et c'est moi qui, ponctuellement, j'arrive pas à gérer un dossier parce que le client, il est un peu plus pénible que les autres, ou je suis un peu plus fatiguée que les autres moments de l'année parce que bon, bah, il s'est passé des choses à la maison qui font que je suis plus crevée. Toutes ces choses-là, ça permet de prendre un petit peu de recul. Et effectivement, bah, du coup, pour l'avocat, si jamais j'en viens jusqu'à aller chercher de l'aide auprès d'un représentant de la loi, et ben, du coup, moi, j'ai déjà tout noté et ça permet d'être vraiment dans les faits et pas dans le ressenti. On n'est plus dans il me harcèle, il me parle mal. Là, on peut noter, bah voilà, tel jour, il m'a fait tel truc et telle autre chose. Une semaine après, il m'a refait la même chose, mais la veille, il avait fait un nouveau truc. Ça permet un petit peu de, c'est rigolo. Ça permet un petit peu de prendre du recul. Déjà, vous pourrez peut-être aussi moins vous sentir coupable. C'est pas de la faiblesse que d'être harcelé. C'est l'autre personne qui a un problème, en fait. C'est pas vous le problème. C'est l'autre Et personne qui surtout, décide de prendre une personne au pif. On ouais. sait pas. C'est comme ça. Vous lui renvoyez quelque chose. C'est vous la victime. Et en fait, c'est difficile de se dire, je suis victime aussi. C'est pas facile de se dire ça. Mais là, en fait, il faut bien vous rendre compte, vous êtes la victime de quelqu'un, cette personne déborde, va beaucoup trop loin, et donc du coup, est-ce que c'est moi qui me tourne un film, ou est-ce que c'est l'autre, quoi? Parce que les ressentis, des fois, ça peut aussi se dire, bah, voilà, ah, c'est peut-être moi, j'étais peut-être fatiguée, oh, ce jour-là, mes gosses m'ont saoulée, alors c'est vrai que quand je suis allée au boulot, tout le monde m'a saoulée ce jour-là. C'était peut-être ça. En fait, là, ça va vous permettre de vous rendre compte que c'est pas vous qui vous faites un film, en fait, hein. Euh, et surtout, dites-vous bien que si vous êtes alors on voit ça plutôt dans les grandes entreprises, mais si vous êtes soudainement mis sous pression sans aucune raison, c'est souvent qu'on veut vous pousser vers la sortie parce que à un moment donné, il y a un gestionnaire ou un responsable administratif qui s'est dit, on a trop de salariés dans ce périmètre, on va en sortir 2. Et donc il y a une consigne qui est donnée à un chef, soit tu pistes toutes les fautes, soit tu mets la pression sur 1 ou 2 salariés qui sont peut-être un peu plus
fragile ou faible, et ils le sentent. On le sent quand les gens sont... Vous avez aussi des problèmes personnels, donc il y a des passages où vous êtes plus faible psychologiquement, et donc c'est ressenti par les autres comme peut-être une faiblesse, et du coup, paf, on va vous cibler. Donc faut pas vous dire que c'est parce que vous travaillez mal, c'est juste parce que vous coûtez trop cher à ce moment-là à la boîte. Et malheureusement, ça je vous dis, ça arrive assez souvent. Ouais, très souvent. Je rigole, Ouais. mais c'est pas... Non, mais c'est moi aussi. Enfin, c'est comme quand une infirmière, elle te dit, oh, la plaie, elle est trop belle, votre cicatrice. Ça plaît à Voilà, c'est personne ça. sauf à l'infirmière, mais bon, voilà, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, voilà, bah tiens, très bonne question. Est-ce qu'on peut enregistrer quelqu'un? Est-ce que ça va servir comme preuve? Moi, je demande à mes salariés d'enregistrer maintenant. J'ai eu un arrêt de la Cour de cassation récemment où l'employeur, à l'époque, quand il filmait les salariés, il devait impérativement déclarer cet enregistrement à la CNIL. Et la Cour de cassation, avant, c'était une preuve totalement irrecevable. Vous filmiez quelqu'un, c'était recevable si vous n'aviez pas déclaré à la CNIL. Et il y a eu un revirement assez récent qui est venu dire ah mais attendez, c'est plus si simple. Il faut vérifier si l'enregistrement qui est frauduleux parce qu'il n'est pas déclaré, il n'a pas atteint de manière disproportionnée les droits de l'autre partie, donc du salarié. Donc si c'est valable pour l'employeur, si l'employeur peut capter des enregistrements de vous sans le déclarer à la CNIL, donc de façon frauduleuse, et si lui peut le produire en justice en disant il n'y a pas d'atteinte disproportionnée parce que là je l'ai filmé pendant son travail comme une caméra de surveillance. Et moi je considère que les salariés eux aussi peuvent enregistrer tous les moments où ils sentent que ça va pas aller. Et donc je dis à mes salariés, si vous sentez qu'il y a un moment ça va pas, vous enregistrez parce que je vous rappelle que le harcèlement moral c'est aussi une infraction pénale. Et en matière pénale, vous pouvez produire tout ce que vous voulez. En matière civile, je produis les enregistrements. Après, le juge me dit qu'ils sont irrecevables, mais il va quand même les lire. Avant d'écarter la pièce, il va quand même la lire. Et quand vous avez une situation, récemment, là, j'ai gagné un dossier de harcèlement sexuel d'une petite salariée qui pendant 2 mois se faisait harceler sexuellement par son boss, et dans ce cas, le juge, il dit, ok, la pièce, je l'écarte, mais je gagne quand même le dossier. Parce que les juges aiment bien quand même donner finalement la vérité, que la vérité judiciaire colle à la vérité finalement, à ce qui s'est vraiment passé. Donc enregistrer quand vous sentez qu'une situation va dégénérer, ça peut servir. Ce qu'il faut faire, c'est vous enregistrer, vous sauvegardez l'enregistrement pas sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur un cloud, parce qu'un téléphone, il se perd systématiquement ou il se casse. Donc vous enregistrez vous sauvegardez l'enregistrement et vous faites une retranscription pour votre avocat en disant il a parlé de ça, il a dit ça, etc. Et ça, c'est des pièces qui sont extrêmement importantes effectivement dans les dossiers de harcèlement moral, parce que comme je vous dis, c'est pas un seul agissement, ça va être un tout. Et cette pièce en plus, c'est une pièce que je peux produire et que je produis, voilà. Et là, j'ai une question de Juicy Lily qui dit si les employés, les autres salariés vont témoigner, est-ce que du coup ils peuvent être pénalisés? Alors, en théorie, non. En pratique, ils le seront forcément. Il y a des arrêts de la Cour de cassation qui viennent vous dire si vous avez témoigné en justice et si vous avez des mesures de rétorsion contre vous, le licenciement, si on vous reproche par exemple d'avoir témoigné, le licenciement est nul. C'est-à-dire que c'est la plus grosse sanction en droit du travail, la nullité du licenciement. Donc vous obtenez des dommages et intérêts plus que si votre licenciement est simplement abusif. Donc, parce que le témoignage, l'action en justice, c'est un droit fondamental, donc vous devez pouvoir le faire sans qu'on puisse vous le reprocher. En pratique, ce que je dis à mes salariés, c'est garder le contact de tout le monde. De toute façon, les gens maintenant, ils font plus leur carrière dans les entreprises. Il reste 3-4 ans. Dans 3-4 ans, vous les recontactez. Ça se trouve, la procédure, elle sera pas terminée, malheureusement. Ouais. Parce que on peut passer entre une procédure, cour d'appel comprise, on passe entre 2 et 5 ans en justice. Ah ouais, d'accord. Donc ça peut durer longtemps. Et là, les gens, en fait, sur les commentaires, parlent à la fois des prud'hommes, à la fois de l'inspection du travail. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, quelle est la vraie différence entre les deux? Qu'est-ce qu'il faut aller voir, en fait, en premier? Enfin, même moi, je suis la première à dire, je confondrais presque un peu les deux, en fait, dans leur fonction, dans leur utilité, entre guillemets. L'inspection du travail, c'est le réflexe de tous les salariés, c'est bien. Sauf que l'inspection du travail, comme tous les salariés qui subissent une situation pathologique, les saisissent, ils peuvent pas être partout. Donc, en région parisienne,
ils interviennent uniquement pour les salariés qui sont déjà protégés, par exemple les représentants du personnel, les délégués syndicaux, etc. Si vous êtes un salarié lambda, que vous écrivez à l'inspection du travail en disant je suis harcelé moralement, et vous expliquez très précisément pourquoi, il y a quand même très peu de chances pour qu'ils interviennent. Mais c'est une pièce que je peux produire. Ouais. C'est une déclaration. Et alors, vous pouvez saisir l'inspection du travail. Le mieux, c'est quand même d'alerter l'employeur. Donc, soit vous le mettez en copie, et cette copie, elle doit être prouvable. C'est-à-dire que vous envoyez soit un mail avec un accusé réception, soit un courrier accusé réception. Si vous envoyez un courrier simple, l'employeur dira « j'ai jamais reçu ». Okay. Si vous avez un mail sans accusé réception ou un mail sur une boîte mail que vous connaissez pas, avec laquelle vous n'avez pas l'habitude d'échanger, on va vous dire cette boîte mail n'existe pas, on n'a jamais reçu l'alerte. Si vous avertissez votre employeur que vous êtes harcelé moralement et que vous avez saisi l'inspection du travail, il doit agir. Ça, c'est pour l'aspect inspection du travail. Pour le conseil des prud'hommes, en théorie aussi, vous pouvez y aller tout seul. En pratique, si vous voulez perdre votre dossier, allez-y tout seul. Allez-y tout seul. Ok. C'est très technique. En face, l'employeur aura un avocat, forcément. Ouais. Et c'est déstabilisant de plaider devant un conseil des prud'hommes parce qu'il y a tout un décorum, donc il faut avoir un peu l'habitude. Et c'est comme si je devenais infirmière demain, je crois que je serais pas très très bon. Oui. Quoi. Comme moi, je pourrais pas faire ton travail. et du coup, quand on n'a pas un très gros salaire et qu'il faut quand même aller voir quelqu'un comme toi, comment je fais? Alors, si vous avez droit à l'aide juridictionnelle, grosso modo, vous touchez moins de 800 € par mois pour le foyer fiscal, ce qui est très peu. Ouais. Vous avez droit à un avocat gratuit. Et un avocat gratuit, ça peut être moi, j'accepte l'aide juridictionnelle de temps en temps pour les très bas salaires, parce que parfois il faut aider les gens. Mais quand un avocat accepte l'aide juridictionnelle, c'est comme si il perd de l'argent de toute façon. Oui. Parfois, certains dossiers, ce serait plus simple pour moi de donner un chèque de 1 000 € à une personne qui me saisit, en disant voilà, ça va me coûter 2 000 € si je t'en donne 1 000 et je ne prends pas ton dossier, ça m'en coûtera que 1 000, parce que si je prends ton dossier, ça m'en coûtera 2 000 en charge en fait de secrétariat, etc. Oui, et puis tout ce qu'il y a à faire, ouais. Donc ça, c'est l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, j'en fais parce que moi, je suis avocat de syndicat, donc j'aide les gens. Je prends les dossiers à l'aide juridictionnelle, mais la plupart du temps, je demande aux gens s'ils n'ont pas une protection juridique. Ça, c'est très important. Si vous sentez que la situation se dégrade dans l'entreprise, vous appelez votre banque ou votre assurance habitation et vous souscrivez une protection juridique. Alors, ce contenu n'est pas sponsorisé. Mais prenez une assurance, protection juridique, ça coûte 50 € par an, grosso modo. Juridica, Pacifica, Maïf, La Poste, etc. en proposent. Ouais. Et ils payent les honoraires à votre place, finalement. Il faut le faire suffisamment tôt pour ne pas déclarer le dossier trop tard. C'est un peu comme si vous souscrivez une assurance après un accident de la route. Ouais. Ils vous couvriront pas. Donc souscrivez quand ça sent pas bon, et puis comme ça, au moins, ça vous permet de voir un avocat et d'avoir une grande partie des honoraires pris en charge, voire la totalité. Moi, ce que je fais avec mes syndicats, si vous êtes adhérent au syndicat, je ne fais pas de dépassement d'honoraires. Je prends ce que donne la protection juridique. Okay. Donc ça vous coûte rien en honoraire fixe. Après, il y a un honoraire de résultat. Si on gagne, je prends un pourcentage. Ouais. Mais si on gagne. Si on gagne 0 pourcentage. Voilà. Justement, est-ce que ça peut aboutir sur quoi en fait? Si par exemple quelqu'un se reconnaît dans tout ce qu'on dit et se dit écoute, moi je pense avec tout ce qu'ils ont dit qu'en fait je suis vraiment dans ce cadre-là, je vais faire ce qu'ils ont dit et ça va plus loin en fait et je vais prendre un avocat et en fait j'ai décidé de pas me laisser faire parce que ce que j'ai vécu c'était injuste et ça devrait pas se reproduire et je veux plus que ça se reproduise. Et donc je vais plus loin. Donc j'ai bien compris que ça prenait du temps, que ça prend du coup beaucoup d'énergie, je pense, parce qu'on est quand même dans une situation où on va déjà pas bien. Donc du coup ça peut prendre beaucoup d'énergie, c'est pas forcément évident à faire. Ça va me prendre du temps, plusieurs années, t'avais l'air de dire. Et du coup en fait, à la fin en fait, il va se passer quoi en fait? À la fin, qu'est-ce que va gagner ou perdre à la fois la personne qui est venue te voir et la personne qui va être en face de toi en fait? Alors, 2 temps dans la question, ça va prendre beaucoup d'énergie, mais je vais vous le demander ponctuellement. C'est-à-dire que ça va pas vous prendre tant d'énergie que ça. Je vais vous demander de réunir un dossier et de me le confier. Et après, c'est un peu comme les missiles, vous tirez et vous oubliez. Vous me le donnez,
Et après, si vous avez envie de tourner la page et refaire votre vie et ne plus y penser, moi, je mène la procédure. Vous n'êtes pas obligé d'être là à toutes les étapes de la procédure. Il y a des étapes où j'aimerais bien, enfin, je souhaite que vous soyez là, mais si vous me dites c'est trop dur, je peux pas venir, bah, c'est trop dur, vous venez pas. Mais sinon, vous me donnez le dossier et puis après, c'est moi qui gère. J'ai besoin très ponctuellement de vous pour répondre aux argumentaires adverses, mais c'est vraiment des jours dans l'année. Donc, ça prend pas tant d'énergie que ça. Faut de monter un dossier. Une fois que le dossier m'est confié, bah, je le fais vivre. Hein, je fais mon boulot et puis finalement, vous pouvez vous y intéresser si vous avez envie de vous y investir. Mais moi, je souhaite pas généralement. Je souhaite pas que les gens restent dans leur dossier. Parce que après, le dossier tourne en rond dans leur tête et ça devient une obsession pour eux. Et j'ai des clients qui ont malheureusement été hospitalisés en psychiatrie pour ça. Ouais. Parce que il faut tourner la page d'une relation pathologique. Deuxièmement, est-ce qu'on peut gagner ou perdre? Au prud'homme, le harcèlement moral, on l'a très peu. Pourquoi on l'a très peu? Parce que on a des juges qui essayent de faire leur travail du mieux possible, mais c'est pas des juges professionnels. On a 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés. Je le gagne presque jamais au prud'homme, le harcèlement moral. Donc, je préviens mes clients qu'on va perdre le harcèlement moral. Mais si le harcèlement moral est suffisamment constitué, vous allez voir qu'on va gagner sur d'autres chefs de demande, le licenciement abusif par exemple. Donc on va gagner au prud'homme, mais il n'y aura pas le harcèlement, on le perdra. C'est très rare, c'est quand même extrêmement rare d'avoir une condamnation de harcèlement moral au prud'homme. C'est pour ça qu'en matière prud'homale, il y a beaucoup de dossiers qui vont à la cour d'appel. En social, en droit du travail, vous avez 70% des dossiers qui vont en cour d'appel. En matière civile, vous avez un problème de divorce, vous avez un problème avec les voisins, il n'y a que 30% qui vont en cour d'appel. Pourquoi? Parce que dans les autres matières, il y a un juge professionnel en première instance. Et la décision qu'il va rendre, même si elle est imparfaite, juridiquement, elle est quand même bien construite. Et bon, bah, c'est leur boulot, quoi. Voilà. Alors que au prud'homme, vous pouvez avoir des conseillers prud'homme très expérimentés qui vont rendre des très bonnes décisions. Et vous pouvez avoir des nouveaux qui feront du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas de formation juridique. Et donc, ça peut être compliqué. Mais c'est pas de leur faute, c'est le système qui est comme ça. C'est un système qui coûte pas cher à l'État et il va perdurer. Moi, je trouve ça bien aussi d'avoir des professionnels qui siègent et qui jugent leur pairs. Donc voilà, tout est. Oui. Hop, alors je remonte un tout petit peu les questions. Et du coup, bah, tiens, une question de LCT 0830. Quand une personne harcèle, elle risque quoi? Le licenciement. Si l'employeur constate qu'il y a un harcèlement moral ou constate qu'on s'ouvre à lui en disant cette personne me harcèle, il doit mettre en place une enquête. Il doit, s'il y a un CSE, saisir le CSE de l'enquête. Donc le CSE va faire cette enquête en interrogeant les personnes concernées et puis rendra un avis. Et l'employeur devra en tirer les conséquences. Un avertissement, une mise à pied, un licenciement, tout est possible dans la gamme de sanctions disciplinaires. Mais en tout cas, l'employeur doit agir. Si vous saisissez l'employeur qui n'agit pas, ou alors il agit contre vous, c'est vous qui vous faites licencier, ben dans ce cas, c'est un dossier qui est gagnant au prud'homme. Ouais. Et si c'est le patron, en fait, la source du problème? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, ça arrive. Hein. Moi, des fois, alors je peux pas leur dire ce conseil-là en consultation, et des fois j'ai envie de leur dire, mais partez, fuyez quoi. Enfin, courage, fuyons. C'est pas une mauvaise idée dans certains cas. Mais alors je peux pas le dire parce que c'est plus facile à dire qu'à faire déjà. Ouais. Et j'ai pas le droit de le dire, même si je le pense. Enfin, moi, humainement parlant, moi, Sandra, en tant que moi, des fois j'ai envie de dire, mais fuyez cet environnement toxique. Là, c'est compliqué, mais des fois, certains professionnels de santé arrivent à le dire, mais comment est-ce que c'est assez compliqué, quoi. Courage, fuyons, c'est pas si facile que ça à faire. Ouais. Quand c'est le patron, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu, malheureusement, une des seules solutions à faire. Oui, et oui, et d'autant plus que là, avec les réformes récentes, notamment de l'abandon de poste, parce que moi, mes salariés, je leur disais bon bah vous êtes pas bien, il y a qu'un seul moyen d'avoir le Pôle emploi, parce que bon la rupture conventionnelle de toute façon elle est fermée, l'employeur va jamais accepter parce qu'il va falloir qu'il paye, donc faites un abandon de poste en ne venant plus au travail. Ouais. Ça permettait aux salariés de sortir de cette relation pathologique
et de reprendre un peu leur souffle. Alors certes, il y avait peut-être 1-2 mois sans salaire, mais bon an, mal an, ils s'en sortaient. Et puis à la fin, licenciement pour faute grave, pour abandon de poste. Et effectivement, ils perdaient leurs droits, à leur indemnité de licenciement, à leur préavis, mais ils avaient droit au chômage. Avec la réforme Macron sur l'abandon de poste, ça permet plus cette solution. Non. Donc on est un peu coincé quand on voit des salariés qui sont un peu comme ça au bout du rouleau. Et il n'y a pas 36 solutions. Soit on prend acte de la rupture, donc c'est une démission motivée. Mais le problème, effectivement, c'est que c'est une démission. Donc pour Pôle emploi, c'est pas de chômage. C'est une double peine. C'est-à-dire Ouais. que c'était harcelé et en plus c'est toi qui pars et t'as rien derrière. Alors qu'en fait la source du problème c'est l'autre quoi. Ouais. C'est Donc double peine. après, on peut faire démissionner les salariés ou leur faire prendre acte, c'est un peu pareil. La prise d'acte, vous savez, vous dites je démissionne parce que vous avez fait ça, ça, ça. La démission, vous mettez je démissionne, point. Je déconseille de mettre je démissionne, point si vous êtes harcelé. Vous mettez je démissionne parce que et vous expliquez pourquoi. Moi, derrière, ça me permet de dire regardez, la démission, elle est motivée. Et donc faire requalifier cette démission en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, enfin des dommages et intérêts. Mais c'est pas de Pôle emploi derrière. Donc pour ceux qui ont une charge de famille, qui sont père ou mère célibataire, c'est très compliqué d'opter pour ça, sauf avoir derrière un emploi. Donc maintenant, ce que je conseille assez souvent, c'est mettez-vous en arrêt maladie. Ouais. Donc, bam, pour la sécurité sociale, allez voir un médecin. De toute façon, votre médecin, il va vous arrêter. Hein. C'est pas parce que l'avocat dit mettez-vous en arrêt maladie que le médecin va approuver. Quand je vois les salariés dans quel état ils sont, bon, on les voit. Hein. Ils sont pas bien, ils sont au bout du rouleau. Ouais. Donc le médecin, il fait son travail, il vous met en arrêt maladie quelques semaines, et puis vous cherchez un autre poste. Et dès que vous l'avez, pour le coup, moi, ça me permet de vous faire la prise d'acte ou la démission motivée, et comme ça, vous n'avez pas de mois sans salaire. Ça arrive aussi que certains salariés, donc du coup, sont en arrêt maladie et du coup ça traîne parce que du coup il y a une dépression du coup qui est là, en tout cas des symptômes au niveau psychologique qui sont ici et présents et qui du coup vont durer. Et donc des fois les gens peuvent venir voir le médecin du travail, parler de tout ce qui est inaptitude, mais l'inaptitude ça veut quand même dire que ma santé, elle est tellement dégradée que là, elle est plus compatible avec mon poste. Donc, dans l'idéal, c'est de pas attendre et d'être malade jusqu'à avoir le droit, entre guillemets, en tout cas, de pouvoir prétendre à une inaptitude à ton poste, quoi. C'est quelque chose à double tranchant parce qu'en plus, il y a des médecins qui vont plutôt attendre que peut-être on va s'en remettre, d'autres qui vont être plus dans la compassion et qui, du coup, vont peut-être donner, entre guillemets, l'inaptitude un peu plus tôt que par exemple le collègue. Enfin, c'est assez compliqué. C'est quelque chose, je pense, qui effectivement peut être fait, mais c'est quand même à double tranchant aussi de ce côté-là. C'est une des solutions, bien sûr, mais c'est pas forcément la solution auquel je pense qu'il faut penser en premier. C'est vraiment, là, je suis allée trop loin. Ma santé, elle est tellement dégradée que du coup, je suis obligée d'être en arrêt quand même suffisamment longtemps. Je vais voir le médecin du travail pour expliquer le harcèlement, nanana et tout. Si après on se retrouve avec un médecin du travail qui vous dit moi ce que je vous conseille c'est là tant que la dépression est toujours là, vous pouvez peut-être vous en remettre, vous pouvez attendre, attendez encore quelques mois et après du coup après c'est la CPM qui s'en mêle là-dedans hein. Pourquoi vous êtes en arrêt longtemps et pourquoi nanana, bref bon etc. et tout. Et plus ça va rajouter de la pression en plus par-dessus parce qu'on va dire ils vont couper mes indemnités journalières, c'est fini, je suis à la rue, bref, on va s'imaginer plein de choses dans une période où on est déjà fragile. Je pense que d'aller viser l'inaptitude, c'est pas forcément la première option. Effectivement, c'est vrai alors, que ça peut être une solution. Et encore, là, Macron est repassé derrière parce que maintenant, il y a les 2 cases que le médecin du travail peut cocher sans dispensant l'employeur de reclassement. Alors, vous allez me dire, c'est un peu antithétique de dire je suis harcelé moralement et de vouloir un reclassement. Mais comme je vous disais, au prud'homme, parfois vous gagnez pas sur le harcèlement, vous gagnez sur le deuxième étage de la fusée, le licenciement. Et quand on attaque un licenciement pour inaptitude, souvent on attaque le reclassement. ouais. En cochant les cases qui exonèrent l'employeur de rechercher des reclassements, il nous coupe le deuxième étage de la fusée. Ce qui fait que le harcèlement moral, on doit le démontrer, et on doit démontrer que ce harcèlement moral a débouché sur une inaptitude. Et le harcèlement moral, on l'a pas au prud'homme, on l'a peut-être en cours d'appel, mais c'est 3-4 ans après. Donc, on n'a plus le deuxième étage, donc c'est 2 dossiers qu'on perd. Donc, l'inaptitude, c'est devenu aussi assez compliqué parce que si ces 2 cases sont cochées et on n'a pas de... Moi, j'ai aucune prise sur ce que va dire le médecin.
c'est plus compliqué effectivement. Si en revanche le médecin n'a pas coché ces deux cases qui exonèrent l'employeur des reclassements, là c'est pas mal l'inaptitude parce que on va voir ce que fait l'employeur avec vos courriers dénonçant le harcèlement moral. On va voir quel poste de reclassement il va vous trouver. Parce que souvent malheureusement c'est celui qui se plaint du harcèlement qui change de service. Ah bah. Un peu comme la femme battue, c'est elle qui sort de la maison. Voilà. Non mais ouais, Après, c'est vrai que moi, pour les situations où on a vu des salariés qui sont venus nous parler de situations de harcèlement, qui sont venus demander des inaptitudes parce qu'ils disent je peux pas retourner dans ce travail, c'est pas possible, ça me rend malade, je suis malade maintenant, et Ouais. d'y repenser, c'est même pire. Souvent, les médecins, pour un peu couper court, mais c'était une sorte d'accord quand même avec le salarié, c'était pour couper l'herbe sous le pied. Bah, vous voulez être débarrassé de votre patron qui est toxique, je l'entends. Vous avez des problèmes de santé, je vous mets inapte à tous les postes, donc sans possibilité de reclassement. Comme ça, il n'a pas d'autre choix que de vous licencier, vous donner les indemnités, et en gros, on vous aide à faire votre courage fuyon, quoi. Mais du coup, c'est à double tranchant de ton côté à toi, tu vois. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça m'arrange pas dans mes dossiers. Ouais. C'est plus compliqué de gagner parce qu'on gagne sur le reclassement. En fait, faire tomber une inaptitude en disant ça découle du harcèlement moral, il faut déjà établir un dossier de harcèlement moral assez solide. Alors que un harcèlement moral qui pourrait passer, on va perdre au prud'homme, mais une inaptitude avec reclassement qui est faite un peu, les employeurs se cassent pas trop la tête pour reclasser les salariés. Même si le médecin trouve des reclassements, bon, il trouve toujours quelque chose pour. Oui, je trouve toujours un truc. Ah non, mais en fait, du coup, j'ai pas de poste. Oui, c'est ça. C'est Et ça. j'avais une question d'ailleurs d'une abonnée qui m'avait dit, mais moi j'ai accepté un des postes de reclassement. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que dès lors que vous avez accepté le poste de reclassement, ça devient votre contrat de travail. Et l'employeur ne peut pas revenir derrière. Et j'ai gagné déjà au tribunal administratif pour des salariés protégés ou même au prud'homme pour des employeurs qui, c'était un peu le jeu, mais ils font moins maintenant, qui proposaient un reclassement au Japon. Non, mais Et attends. donc, bah oui, du coup, le salarié disait, bah moi, j'ai des enfants, j'ai une femme qui travaille, le Japon, c'est loin, je Ouais, c'est un refuse. peu loin, hein. Et du coup, ce qu'on a fait en tant que salarié, c'est on a accepté. En disant, ok, moi, le Japon, ça me plaît. Par contre, j'ai besoin de 2 billets pour ma femme et mes 3 enfants. J'ai besoin de 15 jours au Japon parce que je connais pas le Japon, j'ai besoin d'une maison, etc. Donc, il faut chercher une maison. Et là, bah, l'employeur est trop pédalé en disant, ah, bah, finalement, le Japon, il n'y en est plus question parce Ouais, que ouais. Parfait, vous l'avez bien pris à son propre jeu, tant pis pour lui, hein. voilà, absolument. Mais Tant pis. donc parfois les inaptitudes avec reclassement à des postes administratifs, si c'est des gars qui travaillent par exemple avec des caristes ou des choses comme ça peut être intéressant pour une future contestation d'un harcèlement moral. Voilà. Ouais, ouais. Mais je C'est pas comprends tout. la réaction des médecins qui disent inapte à tout poste et sans reclassement possible. Effectivement, quand ils voient des gens au bout du rouleau, c'est le plus simple pour les faire sortir. Ça, je Ouais. comprends. Mais pour nous, pour le coup, après, c'est compliqué Ouais. à. On n'a pas le même, comment dire, on n'a pas la même vision du problème, Ouais, en fait. On est vraiment sur, bah, attends, là, sa santé, elle est tellement enfin, il faut la sortir de là. C'est ouais. vital pour elle, pour lui. C'est vital pour cette personne d'être sortie de cet environnement qui est si toxique. Et Mm. nous, on a cette solution-là, en fait. Mais effectivement, si la personne derrière, elle veut quand même bah, pas se laisser faire et pas laisser juste passer ça, soit bah, elle est partie, elle a été inapte et on n'en entend plus parler, et ben du coup, forcément, ça va pas lui rendre service, quoi. Et alors du coup, les médecins du travail avant faisaient quelque chose de pas mal que je vois moi, c'est inapte avec reclassement possible dans un autre environnement. Oui, Et ça, pour le coup, c'était flagrant. Là, pour le coup, sur un dossier de harcèlement, moi, c'est du pain béni. J'ai une inaptitude avec apte dans un autre environnement, plus les pièces que j'ai à droite à gauche. Même le médecin du travail nous dit que là, l'environnement, ça va pas. Donc ça, c'était vraiment top. Mais du coup, les petites cases ont facilité, voilà. et est-ce que lorsque par exemple les services de santé vont carrément faire des alertes RPS, est-ce Ouais. que ça aboutit vraiment à quelque chose? Est-ce qu'on arrive quand même à les aider, ces salariés qui sont en difficulté dans une boîte? Alors, j'ai suivi un petit peu des salariés qui travaillaient dans des grosses administrations, mais qui sont de droit privé, donc comme des contrats de travail normaux. Et dans certaines administrations, le RPS est bien suivi par les IRP, c'est assez suivi. La SNCF, etc. C'est
c'est bien fait. Des très grosses entreprises font attention au RPS parce que peut y avoir un risque financier important pour l'employeur. Ouais. Dans les PME, plutôt les moyennes pour le coup, qui ont des IRP, ça dépend. Voilà. Mais il faut le faire, hein. Faut faire. Ah oui, on se gêne pas. On se gêne pas. Nous, ça nous est déjà arrivé de recevoir des patrons et de dire voilà, nous, on a vérifié, on nous a parlé d'un cas, puis après une deuxième fois, du coup, on a convoqué tout le service, on a mis à jour en plus entreprise, donc tout le monde était quand même content. Mais nous, on a du coup posé plus de questions, on a ressorti les dossiers, on a réfléchi. Alors là, il y a eu ça comme mot, ça tel mot a été dit, etc., etc. Bon monsieur machin, monsieur bidule, on aimerait vous parler parce que là, par exemple, il y a un manager qui, en gros, il fait de la merde, quoi. Là, il y a tout un service qui est en souffrance. Il faut quand même qu'on vous le dise parce que vous pouvez pas non plus faire comme si de rien n'était. Ça est déjà arrivé qu'un médecin que je connais, hein, qui a fait déplacer des chefs d'entreprise donc de Paris, de la région. Moi, je suis en région Rhône-Alpes pour venir et pour faire un point, pour dire attendez, là, en gros, ça va pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Et du coup, ils avaient fait intervenir des personnes extérieures un petit peu pour pouvoir être un peu faire office de tiers en fait. Bon, la finalité, la personne a changé la personne toxique est partie, mais en fait, elle est partie, mais elle est restée en interne. Hein, donc le problème est juste déplacé. Hein, mais bon. C'est quoi RPS? Risques psychosociaux. PSE, c'est plan social et économique. Vous allez être licencié pour motif économique, c'est différent. Ouais, risques psychosociaux et PSE, c'est totalement différent, rien à voir. PSE, vous allez toucher le chômage prochainement. Ouais. Et encore, si vous faites partie des élus. Hein. Hop là. Donc voilà, est-ce que du coup là on arrive à la fin est-ce que tu as quelque chose, un conseil un petit peu général à dire à tout le monde sur ce qu'il faut ou surtout ne pas faire à la rigueur sur tout ce qui concerne le harcèlement? Voilà, j'ai ouvert Attends, juste une seconde là, comme je suis nul en TikTok. Ah, c'est bon. Pour conclure, j'aurais tendance à dire, n'hésitez pas à du coup vous en ouvrir déjà auprès de vos collègues, parce que eux peuvent voir si vous psychotez pas tout seul finalement, si vous sentez pas quelque chose de juste subjectif, commencez à en parler à des collègues de confiance. Si vous confirme que la situation est pathologique, être mis au placard ou être mis enfin plus prosaïquement, on vous fait la misère. Les collègues le voient. Donc, n'hésitez pas à en parler auprès d'eux dans un premier temps. Si vous confirme que c'est pas normal, vous pouvez saisir les IRP, donc les institutions représentatives du personnel, le CSE. Vous pouvez saisir le médecin du travail si vous le voyez. Alors vous le voyez après un arrêt maladie de façon presque obligatoire, mais vous pouvez le voir aussi annuellement dans le cadre de visites annuelles. Oui, à la demande, hein. Qu'on soit ou pas en arrêt maladie, le médecin du travail, on peut le voir. Hein. Oui, c'est vrai ça que va. maintenant, Il y a juste l'intitulé du nom de la visite, mais ça c'est pour nous au niveau administratif qui va changer. En gros, c'est une demande salariée. Si vous travaillez, vous n'êtes pas en arrêt, mais il y a une salariée qui demande à voir le médecin. Là, ce sera pas l'infirmier ou l'infirmière. Ou alors, si vous êtes en arrêt, ça s'appellera une visite de pré-reprise, même si l'objectif, c'est même pas forcément la reprise. C'est juste, je suis en arrêt à cause d'un problème, je veux en parler avec le médecin. On va pas forcément aller faire des trucs extraordinaires sur une visite de pré-reprise ou une demande salariée. C'est des visites, les médecins ont l'habitude. Hein. De toute façon, maintenant, ils sont de moins en moins nombreux et leur en planning de travail et de consultation, c'est vraiment des cas difficiles, compliqués, en tout cas ou complexes au niveau médical et ou professionnel. Donc du coup, ils ont vraiment l'habitude. Et les secrétaires hein, qui vous reçoivent au téléphone, elles savent très bien et elles sont bien au clair là-dessus sur la réglementation. Donc appelez, demandez le rendez-vous. Hein. Le numéro du médecin du travail, c'est l'affichage obligatoire. Hein. Donc il a pas à ne pas vous le donner ce numéro-là. Donc oui, et du coup, si votre employeur n'a pas de médecin du travail, il a un problème. Ouais. Il a un gros problème, et bon, du coup là, il faut en parler à d'autres personnes. Vous pouvez saisir l'inspection du travail, vous pouvez saisir un syndicat. Alors il y a toutes sortes de syndicats. Hein. Il y en a qui défendent très bien les salariés, d'autres qui défendent un peu moins bien. Vous pouvez saisir un avocat. Moi, je fais des consultations gratuites dans les syndicats, par exemple le samedi. Donc vous pouvez venir me voir, ça coûte rien, et donc je vous donne déjà un premier aperçu de ce qu'on peut faire dans votre dossier. Et il y a des consultations gratuites en mairie d'avocats. En tout cas, le premier conseil, c'est d'en parler autour de vous et d'essayer de saisir les personnes qui peuvent agir dans votre dossier.
Comment s'appelle l'avocat? Je m'appelle Dadi Ghislain et je suis à Paris. Et si vous avez des questions, bah vous avez mon TikTok, vous pouvez m'envoyer des questions. J'y Allez-y, il répondrai. y a plein de vidéos qui sont super bien. Franchement, allez-y, quoi. Faut Voilà. pas hésiter. En gros, si vous êtes dans une situation de harcèlement, vous restez pas seul, vous en parlez, vous essayez de tâter le terrain, vous essayez de prendre du recul si vous avez l'impression que c'est une histoire de charge de travail, c'est moi qui me tourne un film ou pas. Je note ce que je vis tous les jours. Je prends un petit carnet, vous prenez un truc pas cher, on s'en fout, sur votre téléphone. Bref, vous notez pour être vraiment pour se détacher du ressenti et dans un jour il m'a dit ci, un jour il m'a fait ça, mais je sais plus quand, etc. Là, vous aurez des dates, ce sera précis, ce Ouais. sera beaucoup plus concret. Vous allez voir du coup le médecin du Oui. travail, vous allez voir les instances. Si vous avez vraiment pas envie de vous laisser faire et que vous voulez pas rester comme ça, vous n'hésitez pas à aller voir un avocat. Ils sont là pour ça, quoi. Il faut pas hésiter. Et il y a moyen des aides. Et comme il a dit tout à l'heure, l'astuce de la protection juridique, il faut l'utiliser, quoi. Restez pas seul, quoi. Absolument. Même si c'est dur pour le coup parce que vous n'êtes pas bien. Mais effectivement, restez pas seul. C'était vraiment Voilà. très Et ben cool ce écoute, petit live. c'était sympa, t'as vu? Ah ouais. Très bien. Génial. Je te remercie. Bon. C'est moi. On va arrêter parce qu'après ça va faire long aussi pour tout le monde et puis moi après mais j'ai mes enfants qui vont me dire j'ai faim pour manger. Donc je vous remercie à tous d'être venus. Je te remercie toi vraiment beaucoup d'avoir accordé ce Merci. temps. J'espère que tu as aimé l'expérience et puis que du coup C'est cool. vivement que tu puisses Génial. j'espère que ça te fait gagner aussi des gens qui vont peut-être bien venir te voir aussi sur ta page TikTok qui est super. Franchement, allez la voir. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Donc, n'hésitez pas, restez pas seul, faites bien attention à vous. Et puis, bon, bah, on n'oublie pas que la santé, ça reste quand même la chose la plus importante. Absolument. Bonne Allez, soirée. au revoir tout le Merci. monde. Merci.